Entre les rapports et la littérature scientifique, on a des indicateurs de santé au travail pour les soignants qui sont très préoccupants. En gros, on a des hauts niveaux de stress et puis des indicateurs de burn-out qui sont très élevés. Alors selon les études, au niveau des infirmières, on a entre 25% et 50% de prévalence. Et pour les médecins, au niveau national, on a à peu près un médecin sur deux qui fera un burn-out au cours de sa carrière. Ce qui est important de noter aussi, c'est que c'est une population qui est particulièrement à risque. On voit par exemple sur des données toutes récentes qui sont tombées dans le rapport sur la santé des soignants à la fin de l'année, là, eh bien on a 64% des soignants qui se disent fatigués contre seulement 32% du reste de la population. Donc on a vraiment une population à risque. On a des conditions de travail qui sont identifiées comme étant pathogènes, c'est-à-dire que le soignant n'a pas un seul facteur de risque, il en cumule plusieurs. Parmi ces facteurs, on va retrouver essentiellement la charge de travail, quantitative, psychologique, c'est-à-dire la détresse à laquelle ils font face, et cognitive, c'est-à-dire le poids de la charge cognitive quotidienne, puisqu'il y a des interruptions de tâches, des mises en hypervigilance à cause de la fatigue pour éviter les erreurs, puisque la fatigue est associée à des erreurs. Du coup, pour ne pas en faire, le soignant va se mettre en état d'hypervigilance, ce qui va le fatiguer d'autant plus dans une forme de cercle vicieux. On a également ce qui est mis en exergue, le rôle du management dans l'état de santé des soignants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un management plutôt directif, voire même pour certains autoritaire, et aujourd'hui, les soignants ne se reconnaissent plus dans ce type de management. Et puis, on a aussi la question de la qualité empêchée, c'est-à-dire que le soignant a un idéal professionnel. Alors pour lui, bien travailler, c'est faire du soin de qualité. Or, aujourd'hui, on a des conditions qui ne permettent plus vraiment de faire ce soin de qualité. Mais le soignant, ça, c'est pas vraiment dit. Donc lui, il essaye coûte que coûte d'atteindre son objectif professionnel, de dépenser encore de l'énergie pour y arriver. Mais n'y arrivant pas, il finit par s'épuiser. Et puis, depuis une vingtaine d'années, il y a eu des réformes sur réformes pour essayer de faire en sorte que les dépenses de santé soient moins importantes. Mais ces réformes se sont faites sans les soignants. Et du coup, on est arrivé à une organisation du travail qui ne tient plus compte de l'objectif des soignants. Comme c'est un sujet qui est d'ampleur, c'est-à-dire que ça touche à peu près tous les pays, on a beaucoup d'expérimentations qui existent pour essayer de mettre en œuvre des organisations de soins dans lesquelles il fasse bon travailler et où la santé est un indicateur aussi de performance. La plupart de ces expérimentations mettent en avant quelque chose de commun qui est la décentralisation du pouvoir dans les institutions de soins où c'est quelque chose de culturel. Donc concrètement, la décentralisation, ça veut dire quoi? Ben, c'est pas très compliqué, hein. On met en place des réunions avec l'ensemble des professionnels. Et puis, quand il y a un problème dans l'organisation du travail, on délibère ensemble sur la manière de le résoudre. Du point de vue des soins, c'est pareil, on met en place des staffs professionnels où l'ensemble des professions, on voit au chapitre, en fonction de leur expertise propre. Donc, rien de très compliqué. Et pourtant, ça a des effets forts sur la santé des professionnels. Et ça, la bonne nouvelle, c'est aussi que ça a des effets sur des problématiques très actuelles d'attractivité et de fidélisation. Dans une étude qu'on a menée sur une implémentation d'un management participatif, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les freins se situent à plusieurs niveaux. D'abord au niveau individuel, c'est-à-dire que ce n'est pas si évident que ça pour une personne qui a du pouvoir de le partager. En réalité, tous les individus n'y ont pas intérêt. Je prends par exemple le corps médical. Lui, il a déjà été grignoté dans son pouvoir de décision par l'arrivée des gestionnaires. Il n'a pas d'intérêt à encore de laisser du territoire aux paramédicaux. Puis, il y a aussi un niveau organisationnel et collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit, les conditions de travail sont difficiles, la pression du temps, l'intensité du travail. Ce qui fait que les individus n'ont pas vraiment le temps de se rassembler, de se réunir, de questionner l'organisation de travail, alors que c'est pourtant, d'après le récent rapport, une attente importante de la part des soignants. Et puis, il y a un niveau culturel, c'est-à-dire qu'en fait, la décentralisation, en France, c'est pas trop notre culture. Donc du coup, il ne va pas de soi d'aller vers un partage du pouvoir. Et on se retrouve même avec des gens paramédicaux qui ne veulent pas participer aux décisions parce qu'ils estiment qu'en fait, en réalité, c'est pas leur travail. Le premier levier, ça va être le temps. C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas du jour au lendemain, ni individuellement, ni collectivement. Et donc, il faut travailler ensemble sur les représentations. Les représentations, on a de la santé au travail et puis de la qualité des soins. Et pour ça, un levier intéressant, ça peut être de mettre en place des indicateurs.
de santé au travail, bien-être, épuisement, stress. Et puis, comme ça, on voit au fur et à mesure, suivant les expérimentations, comment ça évolue dans notre unité, dans notre service. Mais tout ça ne fonctionne, enfin, n'est possible que s'il y a une posture managériale, une décision de la directrice, du directeur, de mettre en place un partage du pouvoir. Si ce n'est pas le cas au départ, ça ne va pas fonctionner. On va tout de suite avoir des freins. Mais quand c'est le cas, dans les expérimentations qu'on a menées, on a vu vraiment à la fois les postures des paramédicaux, des médicaux, enfin des professionnels, de l'ensemble des professionnels, se transformer vers une responsabilisation et une démarche collective pour régler les problèmes et procurer du soin de qualité. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Enfin, du côté des métiers de la santé, vu les problèmes d'attractivité et de fidélisation, on va être obligé, enfin, je veux dire, les institutions vont être obligées d'aller vers une approche qui prend en compte les besoins et les attentes des professionnels.